proposer un petit peu un cadre général des interventions, enfin de ces webinaires sur de retour d'expérience. Et principalement, jusqu'à maintenant, il y a deux, je dirais, il y a deux chapitres qui ont été ouverts par les participants. Le premier, c'est tout ce qui concerne, je dirais, l'adaptation des dispositifs participatifs, hein, ou de concertation face à ces situations de conflit. Comment est-ce qu'on adapte nos façons de dialoguer avec les habitants, avec les parties prenantes quand on est dans des situations de conflit? Est-ce qu'il faut adapter le cadre de la concertation ou pas, et comment, hein? Donc ça renvoie à la fois à des questions d'organisation, hein, voilà, de dispositif lui-même, mais aussi à des questions de posture. Et puis la deuxième question qu'on a abordée déjà dans les précédents webinaires et qu'on va sûrement aborder encore aujourd'hui, c'est la question: quel regard on porte sur ces situations, comment est-ce qu'on les vit au niveau personnel, voire émotionnel, et comment est-ce qu'on s'adapte personnellement dans ce genre de situation. Je tiens à dire, faire une petite parenthèse quand même, pour dire que nos précédents échanges lors des derniers séminaires ont montré que il y avait beaucoup je dirais, enfin, il y avait des compréhensions différentes de certains termes qu'on utilise dans ce cycle de travail sur les conflits, et notamment certains qualifient de conflit ce que d'autres qualifient de désaccord. La nuance n'est quand même assez importante. Donc voilà, il y a une vision subjective de où est-ce que commence le conflit, où est-ce que s'arrête le désaccord et où est-ce que s'arrête le dialogue. Enfin voilà, il y a eu des échanges là-dessus. Et puis, il y a également des différences d'appréciation quand on parle de violence dans une situation de concertation et quand on parle simplement d'expression d'émotion, hein. Pour certains, voilà, des gens qui s'énervent, qui parlent un peu fort, qui s'interpellent, c'est quelque chose de normal et ça fait partie de l'expression d'une émotion et c'est quelque chose qu'il faut évidemment prendre en compte. Et d'autres vont considérer que là, on passe une ligne rouge et on est dans le domaine de la violence. Voilà. Donc ça, je le dis un petit peu en préalable parce que peut-être que ces questions vont revenir aujourd'hui. En tout cas, elles sont déjà revenues dans les précédents webinaires et ont montré qu'il y avait des appréciations assez différentes des uns et des autres sur ces gradients, j'allais dire, entre désaccord, conflit, violence, émotion, etc. Voilà, donc ça, c'était petite mise en condition avant d'engager nos échanges. Je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vais donner la parole à Marielle Barré-Villeneuve, métropole de Nantes, qui va donc nous parler d'une situation de conflit autour d'un projet d'aménagement d'une friche urbaine. Marielle? Oui, bonjour tout le monde. Merci pour cette invitation et puis je vous propose de rentrer tout de suite. Bienvenue à Nantes avec ce projet. Je vous partage des petites photos qui vont vous mettre dans l'ambiance. Voilà, j'espère que tout le monde voit. Donc peut-être pour commencer, quelques éléments de contexte sur le bois hardy. Le bois hardy, c'est un des 5 secteurs clés d'un grand projet urbain du Bas-Chantenay, c'est son nom, qui est lié à la centralité métropolitaine. On est dans un quartier d'entrée de ville, un quartier mosaïque, où il y a encore beaucoup de mixité. C'est un ancien quartier ouvrier qui est en voie de gentrification, qui est en lien avec l'économie maritime, avec des entreprises à la frontière d'un autre quartier qui s'appelle le quartier Bellevue, qui est un quartier QPV en rue. Donc, si vous regardez l'image, on voit bien quartier pavillonnaire, des entreprises, et puis dans le haut de la photo à gauche, le quartier Bellevue qui commence. On est sur un coteau, alors ça ne se voit pas trop sur la photo, mais vous voyez la friche, le haut où on voit des jardins, c'est le haut du coteau, et le bas de la friche, là où il y a le bâtiment et enfin, le bitume, là, c'est le bas du coteau. Donc on est en cœur d'îlot et vous voyez dans le haut, c'est bordé de maisons et donc de jardins.
Cette friche, ces espaces de jardin, aujourd'hui, sont occupés. Ils ont été appropriés par des habitants, des jardiniers, dont un certain nombre sont quand même dans une logique NIMBY et qui voient d'un mauvais œil l'arrivée d'un projet urbain qui va apporter de nouveaux habitants avec initialement un projet qui prévoyait la construction de 400 logements. Et même si ce projet voulait travailler la question de l'ouverture, de la nature, de favoriser des liens entre les habitants, il y a un certain nombre d'inquiétudes qui sont nées et d'interrogations sur justement ce projet et la densité qu'il générait. Voilà pour le contexte. Donc pour vous donner une autre idée de à quoi ressemble le jardin aujourd'hui et ses appropriations, voilà, on est un peu dans cet esprit-là. Pour vous faire un peu l'historique du dialogue qui a été mené, parce qu'on est sur un projet qui est la première phase a démarré en 2017, donc c'est pas tout neuf comme projet. Donc en 2017, on a une démarche de dialogue citoyen assez classique avec la présentation d'un projet qui fait loin de faire consensus. Donc je vous le disais, des interrogations sur la préservation du cadre de vie, sur l'environnement et sur la maîtrise de la densité. Et donc, pendant cette concertation, on a un collectif qui se constitue, un collectif qui est composé de jardiniers, de riverains pour la plupart, et qui, une fois le projet finalisé à l'issue de la concertation, pose un recours juridique, prend la parole par voie de presse, jamais en lien avec la collectivité. Un collectif qui maîtrise assez bien tous ces outils. Et puis, des réunions publiques sur le quartier qui deviennent houleuses, à tel point que les élus, ils veulent plus de format plénière sur le quartier, quoi. Voilà. Donc, en 2019, on a une nouvelle étape qui se pose. Et alors, je pense qu'il faut y voir aussi une nouvelle étape, mais aussi un nouveau chef de projet qui arrive du côté de l'aménageur. Moi, je pense qu'il y a, c'est pas anodin. Et cette nouvelle étape, elle repose les bases du projet dans une réflexion qui est plus large sur les enjeux de transition écologique, sociale, économique, et qui propose de revoir la question des 400 logements qui était vraiment un point sensible, en repartant du site pour concevoir un aménagement avec une démarche de dialogue citoyen qui est peut-être plus à l'écoute des demandes du collectif. Donc, on retourne sur site, on discute avec le collectif, et puis on recrute un AMO à qui on délègue vraiment ce rôle de tiers garant et qui va faire un diagnostic. Il va aller rencontrer tous les acteurs et il va poser une cartographie une cartographie de tous ces acteurs pour nous aider un peu à poser la stratégie de cette nouvelle démarche de concertation qu'on souhaite mener. Donc là, on est en 2019 et on est un peu arrêté par le Covid. Et donc, les élections 2020, nouveau mandat municipal et un nouvel élu à l'urbanisme. Donc ça aussi, ça nous aide, nouvel élu à l'urbanisme. C'est-à-dire que peut-être là où il y avait des crispations qui pouvaient être liées à des décisions qui avaient été prises par cet élu, là, on pouvait donner à voir la possibilité de réouvrir le livre et de partir d'une page blanche. Donc 2021-2022, on lance un nouvel atelier citoyen. L'objectif pour la métropole, c'est d'ouvrir le sujet au-delà des usagers du site et des riverains. Donc nous, on a un vrai enjeu à ce que cette concertation, elle soit pas seulement orientée vers ce collectif, mais qu'on ait bien des nouveaux points de vue, des nouveaux usages qui puissent venir
nourrir la réflexion. Donc, on fait le choix de constituer un panel avec des critères de sélection qui visent justement l'équilibre de ce groupe et la diversité des points de vue. On a, pendant ce temps-là de la conception de cet atelier, on a gardé un peu le lien avec le leader du collectif qui avait exprimé la demande de pouvoir participer à la définition de cette méthodologie et de pouvoir participer aux instances de pilotage du projet. C'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire à la métropole, donc on avait plutôt décliné. Mais on est quand même resté à l'écoute des demandes, notamment à ce que ce panel puisse prendre en considération le fait d'avoir 3 représentants du collectif dans le panel. Bon, on a répondu positivement à cette demande. Dans les faits, on s'est rendu compte qu'on s'était fait un peu pirater notre panel parce que on s'est rendu compte après que il y avait la femme de Monsieur Machin qui était dans le panel, etc. Donc l'équilibre du panel, on ne l'avait clairement pas. Par contre, on a quand même réussi à aller chercher des nouvelles personnes qui ne seraient pas venues si on n'avait pas fait cette démarche-là. Donc, comme je vous le disais, cet atelier, il a permis de reposer les enjeux pour le projet, notamment sur les questions d'environnement, de la rencontre, de l'habitat, du travail, des activités, de la mobilité. Et ce travail, on l'a fait en aller-retour avec l'équipe de conception urbaine, Nantes Métropole Aménagement, parce que c'est un projet qui est délégué à l'aménageur, les services de la métropole et de la ville de Nantes, ainsi que les élus. Et on a réussi à aboutir à un nouveau projet qui faisait davantage place à la nature. Donc, une organisation urbaine qui s'adapte aux nouveaux enjeux du site, un jardin plus vaste. Quand je dis plus vaste, on a quand même par rapport au projet initial multiplié par 3 la surface de jardin. On a réussi à sanctuariser ce jardin avec donc un projet plus résilient, plus sobre pour faire face aux enjeux climatiques et en lien, un projet économique et serviciel en lien avec l'économie circulaire, ce qui correspondait à l'ADN du collectif. Pendant le temps de l'atelier, il faut savoir qu'il y a eu des guerres internes dans le collectif entre les plus radicaux et ceux qui collaboraient avec la collectivité, à tel point que le collectif il a éclaté pendant cette démarche parce qu'en fait le deal aussi c'était que les 3 représentants du collectif qui étaient dans l'atelier fassent entre chaque temps de travail un compte rendu au collectif de ce qui s'était dit, de ce qui s'était fait. Et voilà, ça a généré énormément de débats entre eux sur le lien qui devait être adopté avec la collectivité. Et c'est une tension aussi qu'on a retrouvée au niveau des élus parce que on avait 3 élus référents sur la démarche, dont une élue qui était plutôt assez proche du collectif. Donc voilà, on accentue cette tension aussi au sein du trio d'élus. On a eu dans cette démarche, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai lu, une forme d'instrumentalisation par le collectif à un moment donné, c'était à l'avant-dernier temps de travail, où on a vu arriver une demande assez spécifique qui était de voir se poser sur le site un projet de ferme urbaine. Et c'est arrivé un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et on a vu là aussi des nouveaux acteurs arriver avec ce projet qui sont un peu posés comme des opportunistes. Là, il y avait l'opportunité de poser leur projet. Ils se sont entendus avec le collectif. Voilà, moi, je le dis comme ça de façon très, très triviale, mais il y a eu, voilà. Et du coup, c'était presque un objet de chantage avec la collectivité sur la fin de la démarche. Voilà, donc
les élus sont engagés à poursuivre ensuite une nouvelle démarche sur le jardin. En, avec un projet nourricier, pardon, mais en disant le projet de la ferme urbaine n'est pas d'actualité. Économiquement, c'est pas un projet qui est viable à cet endroit parce que la parcelle est trop petite. Mais on s'engage à travailler la question des usages du jardin et le volet nourricier dans une prochaine phase de travail. Et c'est la phase qu'on a menée en 2023. Qui était plutôt une phase qu'on a positionnée comme une expérimentation sur les communs urbains. Et on a proposé une méthode en lien avec le prestataire qui alternait des temps resserrés de travail et des temps de partage avec des temps forts. Voilà, dans cette logique toujours d'ouverture pour pas que ce soit que les usagers de ce site qui est quand même un site assez confidentiel pour pouvoir inviter des nouveaux usages sur le site. On a aussi essayé donc d'aller chercher de nouvelles personnes et on a entendu des personnes qui n'étaient pas encore très audibles, qui étaient des professeurs des écoles du quartier qui avaient l'habitude de venir avec leur classe sur ce site. Et on s'est rendu compte finalement que les usagers les plus nombreux du site, c'était les scolaires qui venaient sur cette friche. Donc voilà, nous, on l'a vu et ça a été partagé ensuite avec les personnes qui ont travaillé sur ce temps de 2023 comme un vrai enjeu, la question de l'éducation à l'environnement sur ce site. Et ça a été posé comme quelque chose à développer dans ce souci d'ouverture. Il y a les participants à ce temps de travail ont demandé à ce qu'il puisse y avoir des temps de coordination entre chaque temps de travail pour pouvoir préparer ensemble les temps de travail. Donc, on a mis un temps de coordination qui n'était pas prévu à la base. Et ce temps de coordination, finalement, il a préfiguré la gouvernance de ce commun. Et même si aujourd'hui, cette gouvernance n'est pas encore tout à fait mature, voilà, on a posé les premiers jalons d'un mode de coopération. Et voilà, et je pense qu'aujourd'hui, on a encore à travailler cette gouvernance, mais on peut dire que le dialogue, depuis 2017, il a vraiment fait transformation. On est passé d'un conflit à la construction d'un commun urbain, avec une nouvelle coopération entre la ville et les usagers du site. L'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir répondre à des expérimentations très concrètes, voilà, pour montrer qu'il se passe des choses, pour pas altérer la confiance, et puis pour nous aussi, collectivité, d'accompagner les changements de mode de faire pour certains collègues. Je pense notamment aux collègues qui s'occupent des espaces verts, des jardiniers, pour être dans une logique de faire avec les habitants. Donc voilà. Donc si je résumais un peu, comment on s'est adapté, c'est vraiment la question nous de l'ouverture. Comment on a pu ouvrir à d'autres regards ce projet. Comment on a réussi à tisser la confiance avec les usagers et comment tout au long on a essayé de s'adapter à peut-être une concertation qu'on envisageait dans un cadre assez structuré. Et voilà, comment on a réussi au fur et à mesure à être plus flexible, quoi. Voilà, je crois que j'ai tenu et j'ai tellement parlé que j'ai pas fait défiler les images. Je vous mets les dernières. Donc ça, c'était la première phase d'atelier. Voilà, pour vous donner un peu l'ambiance. Ça a l'air très studieux comme ça, mais voilà, j'ai pas un très bon souvenir de l'atelier qui était là en haut à droite de ce jour-là. C'était un peu violent dans les propos. Voilà, là, des nouvelles coopérations, ça c'était l'année dernière. Et puis des temps qui ont été vraiment fédérateurs, tous ces temps forts
d'élargissement où on est venu partager le travail de l'atelier. Et voilà. Et c'est aussi à travers ces temps-là que nous, on a appris à connaître les uns et les autres et à tisser la confiance. Voilà. Merci, Marielle. On reviendra, si tu veux bien, sur cette notion de violence que tu as évoquée tout à l'heure là, à propos d'un atelier. Ce serait bien que tu nous en dises un petit peu plus. Et puis, il y a une question déjà dans le chat, mais sur laquelle on reviendra peut-être après l'intervention d'Emmanuel, si vous voulez bien, parce qu'elle elle va, à mon avis, elle ouvre un vrai débat qui est la question de, voilà, quand on change de public, hein, pour dire les choses un peu rapidement, est-ce que c'est pas une manœuvre de contournement ou est-ce que ça peut pas être vu comme ça? Vous voyez, ça me rappelle les Gilets jaunes et grand débat national, hein. Il y a eu c'est exactement les mêmes débats à ce sujet. Est-ce que c'est légitime, pas légitime? Qu'est-ce que ça produit? Voilà, ben, on y reviendra parce que je pense il y aurait un vrai débat sur cette question-là. En tout cas, ça nous met sur la piste ton intervention nous met quand même sur la piste d'une réflexion sur l'adaptation. On voit bien un chemin faisant d'un dispositif de concertation dans une situation un petit peu tendue. Je vais donner la parole à Emmanuel qui va nous parler également d'un projet urbain, mais on est dans une autre région et c'est un autre type de projet, hein. Tout à Emmanuel, je fait. te laisse la parole pour 10-15 minutes. Et c'est un autre regard, en fait, hein. Voilà, moi, je vous emmène en Auvergne-Rhône-Alpes, en fait, où je vais évoquer une situation de conflit de type NIMBY autour d'un projet urbain avec le regard du tiers facilitateur, cette fois, ou de la tiers facilitatrice. C'est un projet qui est habituellement bien perçu par l'opinion publique, puisqu'il s'agit d'un projet d'écoquartier. C'est un projet qui a été accompagné lorsque j'étais encore en coopérative d'activité et d'emploi et non pas chez Air Public, qui est l'agence que je dirige actuellement. Donc le lieu c'est une commune périurbaine, résidentielle, d'environ 5500 habitants. C'est une commune de la grande périphérie lyonnaise. L'objet, c'est une zone d'aménagement concerté avec donc, comme je l'ai dit précédemment, un projet d'écoquartier qui est porté par la commune, mais également par un bailleur social du territoire. Et l'intrigue, si je peux m'exprimer ainsi, c'est la mise en œuvre opérationnelle d'une obligation légale qui passe mal en fait. À savoir que la commune d'implantation du projet, c'est une commune qui présente un important déficit de logements aidés, notamment au regard des objectifs de la loi SRU, à savoir qu'on est environ sur 7% de logements aidés sur la commune contre 25% demandés pour les communes de plus de 3500 habitants. Donc la commune a signé avec l'État un contrat de mixité sociale pour éviter notamment des pénalités financières et puis pour atteindre ses objectifs en matière de logement aidé. À la suite de ça, on a un bailleur qui a été mandaté par la commune pour mener à bien un programme immobilier important d'écoquartier avec un pourcentage important de logements aidés dans l'opération et qui s'est fait appuyer, somme toute assez classiquement, par une équipe d'architectes, urbanistes et de paysagistes. Au-delà du pourcentage de logements aidés annoncé par l'opération, on a d'autres irritants qui sont apparus autour de ce projet, comme la densité, les hauteurs, les reculs sur voirie, etc. Enfin, des irritants qui sont somme toute assez classiques sur les projets urbains. Donc la cartographie d'acteurs, elle est à la fois complexe, mais également c'est une cartographie qu'on retrouve sur bon nombre de projets urbains. Donc, on a un maire. Alors, la petite spécificité, c'est que le maire ne fait pas consensus auprès de ses concitoyens et concitoyennes, puisqu'il s'est attiré les foudres d'un collectif d'habitants et d'habitantes. Donc, on a sa capacité à décider qui est malmenée, et notamment sa capacité à prendre les bonnes décisions qui est remise en cause. On a le bailleur social aménageur qui a besoin que son projet se fasse, et se fasse notamment dans les délais, et puis qui souhaite donc l'apaisement social autour de son projet. On a le collectif d'habitants qui s'est formé contre le projet, avec des personnes compétentes, voire expertes,
sur le volet aménagement, qui sont extrêmement revendicatifs, qui sont vent debout à la fois contre le projet, mais également contre l'action de leur maire plus globalement. On a des habitats lambda qu'on entend peu. Et puis, on a, nous, voilà, ingénierie participative, appelée à la rescousse dans un climat de haute tension par le bailleur pour apaiser les choses et puis pour co-construire une partie du projet avec les différentes parties prenantes. Donc voilà, le cadre est posé grossièrement. Donc nous sommes arrivés en tant que tiers facilitateur dans une situation, comme je disais, de vive tension. Nous étions mandatés par le bailleur social qui voyait son projet en phase préalable contesté, prendre du retard. Donc, on était à la fois ici dans une situation de conflit qui était orientée sur les impacts potentiels de la mise en œuvre du projet, sur la vie de cette commune résidentielle qui cultivait, il faut le dire, l'entre-soi. Mais on était aussi sur une situation de conflit substantiel qui remettait en cause la décision politique locale de mettre en œuvre des projets sur la commune et notamment de mettre en œuvre ce type de projet-là particulièrement. Donc, face à cette somme d'intérêts divergents en présence, on a commencé par faire un important travail de terrain avec des entretiens semi-directifs où on a rencontré une grosse partie des parties prenantes et notamment les gens du collectif pour réaliser une cartographie d'acteurs de type sociogramme et puis également réaliser un panorama des irritants. Donc en parallèle, on a identifié également avec la commune et le bailleur ce qu'on appelle les invariants, les intangibles du projet et à contrario, ce qui pouvait être soumis à évolution et donc être potentiellement co-construit. À l'issue de ce temps d'analyse stratégique, on a tenté un premier temps de concertation. Alors, c'était un temps de concertation test qui s'est transformé en temps de concertation crash test, puisqu'on a eu une première séance qui a été programmée autour du projet, qui était une séance qui était ouverte à toutes et à tous. Qui était organisée dans un équipement municipal, qui avait essentiellement pour vocation d'informer en mettant en pédagogie les éléments de crispation, mais aussi de commencer à mettre en travail sur certains axes forts du projet. Donc, on avait à l'époque mobilisé une équipe de facilitateurs et de facilitatrices consolidée. On était 5-6 personnes. Et on avait scénographié en fait l'espace en deux types d'espaces. Alors au-delà bien sûr de l'espace d'accueil, on avait deux types d'espaces. Un espace d'information qui était organisé en plénière, en arc de cercle avec des chaises, et puis une présentation vidéo projetée. Et puis on avait un espace de co-construction avec des tables rondes et puis des panneaux d'information autour du projet qui avaient été réalisés pour l'occasion. Et puis, le collectif d'opposition au projet, qui s'était mobilisé en masse, a créé un troisième espace en fond de salle, alors un espace purement dédié à l'opposition. Donc moi, j'ai souvent eu ce cas de figure, en fait, où les espaces de fond de salle, quand on les laisse libres après l'accueil des participants, ça devient des espaces de défiance, en fait, qu'accueillent des collectifs d'opposition qui, par leur posture, notamment physique, leur posture à l'égard, en restant debout, bras croisés, qui refusent en fait de rentrer dans le cadre du dialogue qui est proposé et puis qui montrent physiquement même leur refus. Donc on a commencé l'atelier par une parole politique. Donc le maire a pris la parole, le collectif a sorti des banderoles demandant la démission du maire, dénonçant le projet, avec un concert de casseroles qui rendaient inaudibles les échanges. Les habitants assis pour écouter le premier temps d'information étant pris en tenaille entre, d'une part, l'équipe projet dont nous faisions partie avec le maire à nos côtés et le fracas en fait, du collectif en fin de salle. Certains habitants ont même décidé de fuir, ils ont pris peur, ils ont fui la salle. Et puis d'autres ont manifesté leur mécontentement de ne pas pouvoir suivre ce pourquoi ils étaient venus. Mais le collectif n'a rien lâché. Donc on a une espèce de brouhaha qui s'est installé, qui est devenu assourdissant. Le climat était extrêmement tendu. On a tenté une médiation, mais la posture de certains membres du collectif était très, très agressive. Alors, elle était très agressive d'une part verbalement,
mais elle était très agressive également physiquement, puisqu'ils allaient jusqu'à tenter de nous arracher les micros pour essayer de confisquer notre parole et de faire valoir la leur. Donc moi, je dis souvent que prendre un micro, c'est prendre la parole, mais c'est aussi prendre le pouvoir. Et ici, c'était symboliquement reprendre le pouvoir. Ce moment, pour nous, il a été extrêmement éprouvant. Il a été éprouvant émotionnellement, il a été éprouvant physiquement, car nous avions finalement, nous, facilitateurs, facilitatrices, 2 espaces à gérer concomitamment. On avait l'espace de fond de salle avec des interpellations criées, très agressives sur ce que j'appelle le territoire public. Et puis, on avait l'envahissement de ce que j'appelle notre territoire intime, avec des tentatives d'arrachage de micros qui venaient finalement annihiler la distance, vous savez, la distance de sécurité qui est nécessaire à la qualité des interactions sociales, notamment entre 2 inconnus, puisque là, c'était de parfaits inconnus qui venaient tenter de nous arracher les micros. Donc, afin de gérer au mieux cette situation, on a activé 2 binômes d'animation présents sur les 2 espaces, et puis nous sommes relayés. En fait, heureusement, nous étions 6, donc on s'est relayés en permanence pour pouvoir décharger un peu émotionnellement ce qui se fait. Donc, on n'a rien lâché, y compris les micros, et puis on est parvenu progressivement à un accord, celui de stopper la présentation politique, d'exfiltrer au sens propre du terme le maire, et de commencer un travail en table ronde qui a, chemin faisant, plutôt bien fonctionné. Donc, après ce premier coup d'essai raté, on a retravaillé complètement nos principes d'intervention. On a mis en place uniquement des dispositifs hors des murs, dans des lieux neutres, sans micro, avec toujours plusieurs facilitateurs, facilitatrices, un minimum 3 voire 4 facilitateurs, facilitatrices mobilisés à chaque fois. Ça pour scinder le groupe, en fait, pour scinder le grand groupe notamment. Et puis, on avait toujours une personne qui avait ce rôle de réguler les opposants les plus fervents pendant que les autres pouvaient poursuivre le travail de concertation. À nos côtés, on avait systématiquement le bailleur et son architecte urbaniste, mais plus de présence d'élus. Les 2 premiers ateliers, le collectif est arrivé armé de pancartes dénonçant le projet. Et puis, petit à petit, la confiance se créant, on a pu se rapprocher en fait du périmètre de projet. Les pancartes sont tombées et puis on a pu animer 5 ateliers thématiques, alors in situ, sur les espaces publics, autour de thématiques comme la protection de l'environnement, le vivre ensemble, la préservation de la nature et les déplacements. Donc, on évoquait les irritants, mais on les évoquait de manière un petit peu contournée. Et puis, on a eu aussi un temps de restitution de travail qui a été réalisé en salle à la toute fin de la démarche. Donc, installé en pleine nature, en fait, où on a fait une séquence dans un centre social, on a pu sortir de ces présentations techniques. On a travaillé avec d'autres dispositifs et notamment, on avait fait réaliser une grande bâche, en fait, du projet sur laquelle, plastifiée, en fait, qu'on mettait au sol et sur laquelle les participants pouvaient venir contribuer à nos côtés, chemin faisant, au gré de nos déplacements. Voilà, il y avait des temps de discussion plus informels, puis à un moment, on s'arrêtait, posait la bâche et puis on contribuait. Donc progressivement, finalement, si les premières séances ont été agitées, elles ont été sans commune mesure avec la réunion de lancement dans les murs. Et puis progressivement, ces temps-là ont mobilisé et puis on a pu avoir une approche beaucoup plus constructive du projet. En tout cas, ces ateliers-là, ces 5 ateliers ont permis finalement à une centaine d'habitants de contribuer, de réagir, de confronter leur point de vue, puis in fine de faire des propositions concrètes, puisqu'on a abouti en fait à un cahier de 30 propositions opérationnelles. Donc la commune, le bailleur et l'architecte mandaté ont pu se positionner point par point de façon intelligente. Ils ont même modifié certains aspects du projet en phase avec les attentes qui avaient été formulées par les participants. Donc, on est entré finalement dans une vraie démarche à la fois constructive mais aussi contributive par rapport à ce projet qui était en phase très amont. Donc pour finir, moi ce partage d'expérience, il me semble que finalement ce projet urbain, il traduit comme beaucoup d'autres l'évolution des exigences d'une part et également des revendications citoyennes.
C'est-à-dire que les partis pris urbanistiques, ils portent de plus en plus en germe une dimension politique forte autour de thèmes comme par exemple la mixité sociale ou la transition écologique. Et leur traduction opérationnelle, qui génère parfois des transformations importantes, elle nécessite d'accompagner en fait ces transformations qui peuvent mal passer auprès des riverains. On peut citer par exemple, au-delà de cet exemple d'écoquartier, on peut citer l'exemple des opérations de végétalisation des centres-villes qui induisent souvent des suppressions de places de stationnement et qui, en lien, suscitent des levées de boucliers des commerçants. La question notamment de la légitimité de la démocratie représentative à porter seule en fait ces choix d'aujourd'hui mais aussi de demain, elle est là, elle ouvre en fait la voie à de nouvelles façons de faire la ville, de nouvelles façons de faire la ville qui sont plus négociées, qui doivent être mieux expliquées, en fait, plus pédagogiques. Donc, in fine, à travers ce projet d'écoquartier, plusieurs choses sont démontrées à mon sens. D'une part, et en premier lieu, la capacité de mobilisation et de résistance des citoyens et des citoyennes lorsque le développement urbain semble leur échapper ou être contraire à leurs intérêts immédiats. D'autre part, le rôle du tiers facilitateur, donc son rôle à médier, son rôle à être agile pour proposer les bonnes formes d'un dialogue qui soit à la fois apaisé, mais qui soit également contributeur. Et puis, in fine, les aménageurs, celle des aménageurs, en fait, à s'adapter dans leur posture de pédagogie, dans leur posture de partage d'expertise, dans leur posture d'écoute active, et puis finalement à ajuster leur projet autant que faire se peut en lien avec certaines attentes qui ont pu être exprimées ou alors à justifier des choix de refus d'aller dans le sens des attentes qui ont pu être exprimées dans le cadre de la concertation. Voilà, et j'en finirai là. Merci de votre écoute. Merci Emmanuel. Bon, mais par des résidents du quartier, il me semble que c'était des gens qui occupaient déjà le terrain, qui l'avaient converti de fait en jardin. Oui, alors peut-être pour le dire de façon un peu brute, on est sur des parcelles qui appartiennent à la ville, à la métropole ou en tout cas des institutions, et on a des usages, une appropriation de ces terrains qui s'est faite de façon comment dire, enfin, c'est squatté, quoi. Donc à un moment donné, la ville, elle veut récupérer son terrain pour pouvoir faire du projet et répondre enfin, et en faisant du logement, répondre à ses objectifs de PLH, quoi. Hmm. Donc, elle veut construire. Donc, au départ, 400 logements. Et à la fin, finalement, avec le nouveau projet, on est plutôt à 265, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et donc, j'ai vu la question, comment on passe de 400 à 265. Et ben, l'aménageur revoit l'équilibre financier de son projet. On est sur une ZAC qui est beaucoup plus large que cette friche. Donc, elle va aller chercher l'équilibre de son projet en construisant à un autre endroit sur le quartier, quoi. Pour revenir sur la question de Nicolas Leméoté là, au début, comment est-ce que les opposants ils ont vécu votre idée du panel là? Qu'ils se sont dit, voilà, c'est une tentative de nous mettre sur la touche. Oui, en fait, les opposants donc, qui étaient en collectif auraient bien voulu qu'on ne traite qu'avec eux. Sauf que nous, collectivité, on dit bah non, on ne peut pas traiter qu'avec vous. Ce futur quartier, il va accueillir des nouveaux habitants. Aujourd'hui, c'est un site qui est très
secret. Enfin, tous les habitants du quartier ont droit de savoir que ce site existe. Les habitants du quartier plus largement ont le droit d'avoir des usages sur ce site. Donc, nous, il nous paraissait normal qu'on puisse appréhender la diversité des usages possibles pour ce futur jardin qui, à terme, sera un espace public. Donc, pour nous, on ne pouvait pas traiter qu'avec le collectif. Il fallait qu'on puisse ouvrir et qu'on soit aussi dans une forme de projection sur comment on fait avec le déjà là et comment on peut accueillir des nouveaux usages sur cet espace. Mais Marielle, moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais je vois souvent des élus qui me disent oui, bon, on a évoqué l'argument démocratique pour dire qu'il faut élargir, etc. Mais en fait, qui me disent bon, en fait, ça nous a permis de nous débarrasser des indésirables. C'est Mais pas ça l'intention? non, mais on les a bien. Enfin, pour moi, ils ont été inclus les personnes du collectif. Mais on ne pouvait pas faire que avec eux en fait. Et Mais vous les avez pas exclus. non, on ne les a pas exclus et on leur a donné une place particulière dans ce panel puisque on a accepté le fait qu'il y ait 3 représentants du collectif dans le panel. Dans les faits, ils étaient plus nombreux dans le panel. Donc voilà, et je pense qu'ils s'y sont pas tous retrouvés, mais pour nous, il était important d'avoir un certain équilibre dans ce groupe de travail-là. Et on a continué à traiter avec eux. Et ceux à qui ça n'a pas convenu, et c'est le problème c'est le problème qui a été sous-jacent dans les conflits qu'ils ont eus en interne, c'est que y en a qui ne voulaient pas que le panel, que le collectif rejoigne la proposition de l'institution, Hmm. de collaborer avec l'ennemi, si je le dis Oui. comme ça. Et voilà, et donc les radicaux n'ont pas voulu rejoindre Hmm. le groupe de Hmm. travail. Hmm. Tu dis à un moment, Marielle, que vous vous êtes un petit peu, euh, vous êtes laissé, enfin, envahir un petit peu par ce collectif qui a pris plus de place que ce que vous y... Mais en même temps, vous vous êtes laissé faire quelque part. Donc, quelle a été votre boussole en la matière? Vous dites, bon, quelque part, on lâche. Oui, on lâche, bien sûr, on lâche. Et, euh, et la personne du collectif, malgré tout, on l'a par mail régulièrement, enfin le leader, là, on l'a par mail régulièrement, la chef de projet chez la ménageur, là, au téléphone régulièrement. Donc, on est à l'écoute, on s'adapte, mais on ne traite pas les sujets du travail exclusivement avec le collectif. D'accord. Mais on peut dire que votre boussole, c'était de maintenir le dialogue avec tout le monde. On peut dire ça comme ça? Complètement. Mhm. Complètement, et d'instaurer la confiance. Et c'est vrai que le, 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 l'AMO qui a fait ce rôle de tiers a été indispensable pour nous, parce que c'est Oui. lui qui a commencé à renouer le dialogue après la première phase compliquée, quoi. Oui. Alors, on a vu effectivement dans cette expérience, vous avez fait appel à un tiers. Ça paraît aussi comme décisif dans l'expérience qui est racontée par Emmanuel. Emmanuel, je note que vous parlez de tiers facilitateur, mais pas de médiateur, c'est différent? Oui, alors oui, oui, parce qu'il me semble que la médiation, c'est tout comme la facilitation, c'est deux expertises pour moi différentes. C'est pas tout à fait les mêmes métiers, mais oui, Pierre-Yves, pour moi, le rôle en fait de tiers facilitateur ou tiers de confiance ou tiers garant, en fait, en tout cas une personne tierce qui soit en charge du processus de concertation et de la qualité des échanges, il est incontournable pour moi parce que c'est quelqu'un qui travaille déjà en neutralité et en objectivité, qui est animateur finalement de la concertation et qui pose les incontournables et notamment les règles qui sont nécessaires
à toute bonne concertation en amont des règles du bien débattre, en s'assurant de rester dans le sujet, en permettant à toutes et à tous de contribuer utilement. Et puis, c'est celui qui va aussi capitaliser sur les contributions, qui va les valoriser, qui va faciliter leur intégration au projet final, qui va faire en sorte que les concertations qui soient mises en place ne soient pas des concertations alibi, manipulatoires, gadgets, voilà, on les appellera comme on voudra, mais que ce soit des concertations qui soient contributives, dans lequel finalement les participants et les participantes se sentent reconnus dans leur expertise d'usage. On a deux interventions là dans le chat qui finalement proposent des alternatives. La première, c'est celle proposée par Nicolas. Je crois que ça se réfère, Nicolas, tu me diras si j'ai bien compris, mais à, à la tension, à l'expérience racontée par Emmanuel qui disait il y a eu des tensions il y a eu notamment lors d'un atelier, pardon. Effectivement, j'avais un petit peu la même question. Est-ce que finalement, est-ce que les conditions d'organisation, de déroulement de cet atelier qui a été conflictuel, est-ce qu'ils n'auraient pas pu être négociés en amont avec les opposants? Est-ce que ça aurait Pourquoi été une bonne idée? Oui, oui, non, mais tout à fait. Alors, plus j'ai vu beaucoup du coup évoquer le terme de co-construction en amont. Bien évidemment, plus on co-construit un projet en amont, plus on a de chances que le projet finalement se passe bien. Alors, je dis en amont et à toutes les étapes d'un projet urbain. En fait, c'est sans doute un gage de pacification finalement du climat social autour des projets urbains. C'est vraiment d'associer de manière contributive les différentes parties prenantes le plus tôt possible et chemin faisant tout au long de la vie du projet. Oui, nous, on est arrivé finalement, le feu avait déjà été mis au poudre. Voilà, c'était une situation qui était déjà une situation extrêmement tendue. Donc finalement, on a commencé à nouer un contact à travers finalement cette démarche un petit peu immersive d'enquête, de rencontre avec les parties prenantes, mais finalement, il était déjà trop tard. Donc voilà, on a fait ce qu'on pouvait. On a eu ce crash test parce qu'on s'est dit il y a peut-être une relation de confiance qu'on a déjà réussi à nouer parce qu'on avait rencontré une grande partie des membres du collectif. On s'est trompé, voilà. Donc il faut aussi apprendre de ses erreurs. C'est aussi voilà, on n'est pas dans des méthodologies scientifiques normées, applicables à l'infini à dans n'importe quel contexte. Finalement, on apprend, enfin, on est beaucoup dans dans des métiers apprenants. Et donc, il faut avoir à chaque fois cette intelligence de situation, de réinterroger en permanence sa pratique pour pouvoir faire émerger les bons formats de concertation, pour pouvoir mobiliser les bons outils également, à la fois au service du projet, mais aussi pour s'adapter à qui on a devant nous. Parce que voilà, on travaille de l'humain aussi. Au-delà du projet urbain, on travaille avec de l'humain. Comment vous faites ça très concrètement, Emmanuel? C'est une question qui est revenue souvent dans les webinaires précédents. C'est vous faites des débriefings, vous en parlez, Oui, vous on entrez a vous avez des formations, vous avez comment vous faites? Alors déjà en amont, on a des temps, on a des temps masqués, de travail masqué, du coup, qui sont des temps pour approcher avec intelligence si possible le contexte en fait d'intervention. Donc on a une petite note de contexte. On a des temps de brainstorm aussi qui permettent, fort de cette connaissance du contexte, de faire émerger les bonnes propositions d'accompagnement. Et puis après, ben voilà, on propose une note d'organisation qui va se co-construire par des va-et-vient avec nos clients. Voilà, pour être le plus près finalement des objectifs recherchés, mais aussi le plus pertinent par rapport à l'objet travaillé et au public qu'on va mobiliser. Voilà, parce que parfois, là, c'était des ateliers ouverts à tous, mais parfois, on met en travail des publics spécifiques. Voilà. Donc, il faut aussi s'adapter au public qu'on a devant nous, c'est fondamental. Vous utilisez beaucoup la méthode des entretiens semi-directifs, là. On fait pas mal d'entretiens en amont, oui, tout à fait. Ça permet de On travaille désamorcer les beaucoup. conflits, ça ou pas? Ça nous aide surtout à étayer notre connaissance du contexte. Ça peut également éventuellement commencer
à désamorcer les conflits, ne serait-ce que parce qu'on est dans des temps d'interconnaissance aussi, avec du coup les différentes parties prenantes qui gravitent autour d'un projet. C'est des méthodologies en fait qui sont des méthodologies très sociologiques, que ce soit l'enquête via des entretiens semi-directifs ou que ce soit ces temps d'immersion hein, où on va sur le terrain, on appelle ça nous tâter le pouls, voilà, aller voir sur le terrain ce qui se joue, à prendre la température. Voilà. Mais en tout cas, oui, c'est des méthodologies vraiment issues de l'approche sociologique et parfois même ethnologique des choses. Et puis après, on a plein d'outils qui sont plutôt des outils stratégiques. Alors, je partais de cartographie des irritants. On a aussi des outils de prévention, gestion des risques, comme je sais pas, la bonne vieille matrice de Farmer pour essayer de maîtriser les risques et faire en sorte du coup que ça ne nous explose pas au visage quand on va sur le terrain. Voilà. Il y a aussi des outils de conduite de projet qui sont des outils stratégiques. Il y a des interventions dans le chat, je vois, autour des méthodes d'animation. On parle des gommettes qui sont un peu infantilisantes, qui peuvent être mal interprétées. Effectivement, est-ce qu'il y a une réflexion, est-ce qu'il y a des techniques d'animation à ne pas utiliser quand on est dans des situations vraiment conflictuelles? Est-ce qu'il y a au contraire des choses à mettre en place? Non, je pense qu'il faut. Moi, voilà, je suis pas arc-boutée sur un outil ou plutôt qu'un autre, que ce soit post-it, gommette ou autre outil plus créatif. En fait, c'est vraiment adapter, trouver le bon outil adapté à l'objectif qu'on veut venir servir et au public qu'on met en travail. Moi, j'ai eu en effet des publics, notamment des élus, qui pensent souvent qu'utiliser des post-it va les infantiliser. Mais voilà, si on leur explique le cheminement en fait, méthodologique qu'on va emprunter avec eux et là où on veut arriver de manière très opérationnelle, généralement, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, on a la chance d'avoir entre les outils de la créativité, du design thinking ou les outils de l'éducation populaire que moi j'utilise beaucoup, une palette suffisamment large pour pouvoir trouver le bon outil au bon moment, répondant au bon objectif et s'adaptant au bon public, puisque voilà, quand on ouvre les séquences aussi au fameux grand public, il faut aussi savoir s'adapter à ce fameux grand public dans toute sa diversité. Donc, proposer les outils qui soient le plus inclusifs possible. Marielle, tu es d'accord avec ça? Est-ce que quand on proposer des post-it à des gens qui sont un peu énervés en réunion, c'est la solution ou c'est pas la solution? Je pense effectivement, comme Emmanuel, que la vraie question, c'est comment on s'adapte. Est-ce qu'on est capable de revoir et d'improviser sa réunion si ça ne convient pas aux uns et aux autres? Moi je trouve qu'au début, sur ce type de démarche, de sortir d'une salle, c'est bien aussi. Ouais, D'aller sur site. vous l'avez noté toutes les deux, en fait, hein, les Mm. réunions à l'extérieur, ça change les choses. Ouais. Ouais, aller sur site, faire. Voilà, moi, en tout cas, on commence souvent comme ça aussi. Comment on fait la question du diagnostic partagé, quoi. Comment on essaye d'avoir un point de vue partagé ou en tout cas que la mise de départ soit partagée. Ça ne veut pas dire qu'il faut être d'accord sur le diagnostic, hein, forcément, mais en tout cas qu'on ait regardé ensemble les choses. Très bien, écoutez, je vous remercie. Je pense Voilà, que ce qui est très important, allez-y. Oui. peut-être, Pierre-Yves, c'est vraiment mettre en place des règles de concertation qui soient des règles claires, en fait, qui permettent vraiment de délimiter clairement le périmètre de la concertation en permettant aux différents participantes de savoir comment ils vont contribuer, pourquoi est-ce qu'ils vont contribuer, sur quoi ils vont contribuer, ce qui va être débattu à contrario, les intangibles, par quel chemin on va les faire passer, quelles vont être les grandes étapes, est-ce qu'ils vont être mobilisés seuls ou est-ce qu'on va les mobiliser aux côtés d'autres personnes ressources. Et ça c'est un peu le nerf de la guerre, comment la concertation elle va venir nourrir en fait le projet, comment elle va être prise en considération dans la décision finale,
Comment est-ce qu'on va revenir vers eux, c'est-à-dire voilà, quelles vont être les formes de la restitution. Enfin, tout ça, c'est ce que j'appelle le périmètre de la concertation qui doit, dès le départ, doit être clair pour toutes et tous. En fait. Est-ce que ce cadre, il doit être en partie au moins négocié avec des parties prenantes Il peut l'être, dans ce négocié avec des collectif? parties prenantes, avec notamment, là, on accompagne pas mal de ce qu'on appelle les nouvelles scènes démocratiques locales. Donc, tout se négocie, en fait. Par exemple, là, alors on sort un peu du champ du projet urbain, mais par exemple, on accompagne le projet alimentaire territorial de Thonon Agglomération. On a contribué à la création d'une nouvelle instance, qui est le CEPAT, qui est le comité du projet alimentaire territorial. Et là, on a, depuis les prémices de cette nouvelle instance, on travaille le contrat d'engagement entre Thonon Agglomération, collectivité, et cette nouvelle instance. Donc, c'est un contrat d'engagement qui lie de part et d'autre, à travers certains engagements, la collectivité à cette nouvelle instance et qui va fixer toutes ces règles qui sont des règles qui sont négociées quand même dans un espèce de contrat social nouvelle génération. Donc, mais là, on va très loin et sur un projet urbain, voilà, c'est des temporalités qui sont différentes, c'est des objets qui sont différents, c'est des contraintes aussi techniques, réglementaires, etc., qui sont différentes, qui sont souvent plus pesantes que sur un PAT, par exemple. Mais je retiens quand même que que ce cadre qui est proposé là peut être négocié avec Bon, oui. certains participants et notamment des collectifs. C'est la question de York que je vois dans le bas du chat là, qui dit quand on est dans une situation avec des opposants forts, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux voir en amont avec eux à quelles conditions ils peuvent s'impliquer? Par exemple, je sais pas, imaginons que dans le cas de cette commune de l'Ain évoquée tout à l'heure, le collectif dit nous, le maire, on veut pas le voir, on veut bien une réunion, mais sans le maire. Est-ce que ça aurait pu être entendu? Alors, c'est ce qu'on a fait dans les faits, hein. Oui. C'est ce qu'on a fait, voilà. Après, on est sur une typologie de commune où ça peut être possible. Sur des plus grandes collectivités, je pense que je pense que Marielle ira sans doute dans mon sens, plus compliqué, plus difficile à gérer d'un point de vue diplomatique. Voilà, là, voilà, il y a une telle proximité entre l'équipe municipale et ses administrés que voilà, les choses ont été possibles. Enfin, le maire a mis ici aussi de l'eau dans son vin pour que ça soit rendu possible. Mhm. Ce n'est pas le cas de tous les territoires. On a des élus un peu Oui, nous, plus. la règle est claire chez nous par rapport à ça. Les élus ne sont pas là pendant les temps de travail. D'accord. Ouais, Ah oui. d'accord, super. Ils sont là au début pour justement donner le mandat, dire le cadre de la démarche, et à la fin pour recevoir les propositions et pour s'engager derrière à faire instruire par les services et puis à revenir vers les habitants derrière. Je ne sais pas si j'ai abordé toutes les questions du chat. Euh, Si certains d'entre vous souhaitent partager une expérience et prendre la parole pour ça, merci à eux de se manifester, ou Je vois bien tout peut-être simplement Pierre-Yves, je proposer. vois Oui, l'atelier Popcorn qui parle de formation des élus. On est de plus en plus sollicité par des équipes municipales pour venir les incapaciter à ces questions de démocratie participative, venir les rassurer, parfois les outiller euh, pour qu'ils puissent mettre en place des actions ou pour qu'ils puissent mettre en place aussi de nouvelles formes de gouvernance plus partagée. Et moi, je pense que c'est une des voies dans l'avenir à développer. la formation des élus. Oui, des élus et puis des citoyens aussi, la capacitation des citoyens pour qu'ils puissent du coup contribuer en pleine conscience au projet urbain. C'est compliqué un projet urbain, c'est sous contraintes multiples. Là. Donc c'est vrai qu'accompagner justement la montée en compétence sur ce champ-là d'un panel citoyen, ça c'est des belles actions. Mhm. Et qui puissent rendre un avis citoyen à l'issue de sa mise en participation, c'est des actions vertueuses. Et Marielle, peut-être, Pierre-Yves, oui. pour revenir sur la question en amont, travailler le cadre avec les citoyens.
nous, c'est ce qu'on a fait là, sur le dernier temps de la démarche avec ce comité de coordination où en fait on a impliqué quelques personnes du groupe de travail à venir préparer avec nous les ordres du jour des temps de travail d'après. Et quand je dis que ça préfigurait la gouvernance du projet de jardin derrière, c'est que on va essayer d'avoir une gestion de ce jardin qui redonne, et ça a été tout l'enjeu du travail de cette année, d'essayer de regarder quelle était la place de chacun dans cette gouvernance, y compris de la collectivité, en disant, dans la logique du 50-50, est-ce qu'on arrive à avoir une coopération et une gouvernance qui permet une gestion partagée de cet espace-là? Une nouvelle question d'Alexis dans le chat. Qu'est-ce que ces exemples disent selon vous du regard que les habitants portent sur le rôle de l'élu? Mesure-t-il la complexité de l'exercice du mandat? Sentez-vous de la défiance uniquement ou autre chose? Peut-être que moi, je sens de l'éloignement, c'est certain. On va voir en effet de la défiance entre le citoyen et le politique, ce qui induit souvent en effet l'émergence de formes radicales d'opposition au niveau local, qui vont accuser notamment le déficit démocratique des différents projets qui peuvent être mis en place localement. Mais je ne pense pas que la démocratie participative soit le remède absolu à cette crise de la démocratie représentative. C'est-à-dire? Je pense que voilà, c'est une voie nécessaire. Elle est sans doute incontournable, mais c'est pas la seule. En effet, peut-être qu'il y aurait à mieux plus communiquer sur également le rôle et la charge en fait qui incombe à nos élus. Je suis pas sûre que ça soit bien fait en fait, Hmm. de vie ma vie d'élu. Voilà. Hmm. Parce que voilà, je pense que ça faciliterait peut-être la mise en place de démarches un peu plus empathiques par rapport à nos élus. Donc les démarches participatives sont utiles, mais ce n'est pas suffisant pour contrer la crise démocratique actuelle. Oui, oui, notamment sur des territoires un peu plus ruraux. Je pense que ça serait une bonne chose. On voit là clairement quand même dans les deux exemples que vous avez donnés une opposition d'acteurs locaux à des projets que eux estimaient certainement venus d'en haut, quoi. Oui, Donc c'est pas ça concerne pas simplement les élus, c'est aussi les institutions générales. Là, c'était un bailleur social en l'occurrence dans le cas de l'un. C'était aussi les agents de la métropole dans le cas de Nantes Métropole. Voilà, on a l'impression probablement si on se met du point de vue des habitants, eux se défendent de projets qui leur tombent dessus, dont ils ne comprennent pas forcément toujours la logique. oui, c'était pas forcément des besoins du territoire. C'est ça, Pierre? Non. C'est ça. Oui, non, c'était plutôt Pas, descendant. pas des Oui, leurs en tout cas. oui, non, tout à fait. Nous, c'était même du coup demandé par l'État. Donc voilà, ça remontait encore plus haut. Mais en effet, c'était pas des besoins qui avaient été exprimés par le territoire, par les habitants du coup du territoire concerné. Non, tout à fait. Très bien, il nous reste un quart d'heure, 20 minutes. Je renouvelle mon appel à témoignage. Alors, Gérard a levé la main. Allez-y. Merci Pierre. Bonjour et merci beaucoup pour ces présentations, c'est passionnant. Euh, je me pose la question pour revenir sur cette question de la préparation ou d'une espèce d'approche pédagogique. Et au fait, pour contexte, donc j'enseigne le leadership en université aux États-Unis et il s'agit d'outils à la fois une prise en compte de la complexité systémique d'un problème, de comprendre vraiment quelles sont les perspectives, quels sont les enjeux, quels sont euh, quelles sont les pertes d'identité, enfin, les pertes fortes, quoi. Et ensuite, de dynamique de groupe, de comprendre, mieux comprendre un petit peu la perspective émotionnelle, le rejet de l'autorité, etc. Et je pense à un projet, alors j'en faisais pas partie, mais j'en ai entendu parler,
dans une ville qui s'appelle Somerville, une banlieue de Boston, justement d'enseignement de leadership à la fois aux élus ou à différents administrateurs, et ensuite d'une cohorte d'habitants qui ont participé à ces cours pour, euh, pour donner à chacun justement la capacité de rentrer dans un dialogue qui serait où chacun aurait plus cette conscience de soi et cette conscience de l'autre. Et je me demande, donc c'est une idée que théoriquement je trouve très excitante, mais je me demande est-ce que ça fait partie de votre manière de penser la concertation, cet enseignement en amont pour qu'ensuite le dialogue puisse aller plus en profondeur, qu'il y ait plus de possibilités de travailler avec les émotions plutôt que d'en être en réaction, etc. Merci. Alors, je ne sais pas, Marielle, si tu veux répondre ou si tu Vas-y, veux je t'en que... prie, je prendrai après. Oui, alors du coup, Géraud, oui, en effet, alors moi je l'ai peut-être dit rapidement, mais l'approche stratégique, bien évidemment, elle fait partie pleine et entière en fait de la préparation des différents temps de concertation qu'on vient mettre en place sur les territoires. Alors, elle ne va pas par contre jusqu'aux émotions, jusqu'à l'analyse des émotions, et je retiens l'idée parce que je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Elle vient plutôt travailler, alors comme je le disais, à la fois la compréhension du contexte au sens large. Donc, quand je dis au sens large, c'est à la fois avec une approche territoriale, mais une approche également de ce qui se joue au niveau social, au niveau des forces en présence. On aborde le côté tactique, donc le positionnement ou la posture de chacun, mais on ne va pas forcément jusqu'au registre des émotions. Ça, on a tendance à le subir, en effet, après, quand on a mis en place nos actions. Mais je garde, voilà. Alors après, je ne suis pas certaine d'avoir les bonnes compétences pour aller analyser ce registre-là, mais je peux m'entourer éventuellement des bonnes personnes si besoin. Mais je trouve ça très intéressant comme approche. Oui, je partage ce que dit Emmanuel. La question de la stratégie amont, elle est primordiale. Alors, chez nous, c'est souvent effectivement les prestataires, les AMO qui les mènent. Et souvent sur des quartiers comme le Bois-Hardy, on parle de territoire passionné. Donc, on va peut-être pas jusqu'à l'analyse de ces émotions, mais en tout cas, on les regarde vraiment parce que ça fait partie de l'ADN de ces lieux, quoi. Ça fait partie de leur histoire. C'est une question d'histoire, Marielle. Oui, d'histoire, d'usage, quand on est sur des quartiers comme le Bois-Hardy, on rencontre souvent des habitants qui sont là depuis longtemps, là, typiquement sur cet espace-là, il y a une parcelle qui est une parcelle familiale qui a été une parcelle qui a été donnée en héritage de, alors je ne sais plus sur combien de siècles, mais voilà, donc le petit-fils qui est là aujourd'hui est capable de raconter ce qui s'est passé depuis au moins 100 ans. Donc voilà, c'est sûr que se dire que demain, il y a un nouveau quartier qui va arriver à cet endroit-là, que potentiellement sa parcelle va être préemptée. Enfin voilà, il y a tout ça, il faut le gérer, quoi. C'est vrai que, et c'est vrai que alors moi, la question de la préemption, c'est pas moi qui le gère, mais c'est nos collègues aménageurs. Je ne sais pas s'ils sont formés dans leur cursus à la gestion de toutes ces émotions-là quand ils vont discuter la question de la préemption avec les propriétaires, quoi. Mais c'est un vrai sujet. Oui, Un vrai il y a sujet, des oui. attachements, il y a des attachements au territoire qui sont très forts, quoi. Confort, C'est oui. ça. Alors par contre, dans un sociogramme, on va aller qualifier, enfin, déjà inventorier et qualifier la relation qu'entretiennent soit les acteurs les uns avec les autres, soit les acteurs avec le projet qu'on accompagne, savoir s'ils sont promoteurs, s'ils sont détracteurs, etc., etc. Donc ça, on sait le faire. Mais c'est vrai qu'on voilà, on va pas jusqu'à approcher ce registre-là des émotions qui est très intéressant. Puisque de toute façon, quelque part, on va y être confronté par la suite. Hmm. York avait demandé la parole aussi.
Oui, j'aimerais aussi remercier les deux intervenantes. C'est vraiment très enrichissant, je trouve, d'avoir ces exemples où les choses ne sont pas passées comme la lettre à la poste. Donc, super, merci beaucoup pour ça. Et donc, j'aimerais juste partager une chose que moi, j'ai eu une bonne expérience avec, mais bien sûr, il faudrait voir chaque situation, chaque dynamique comme elle est, mais juste pour partager, peut-être comme outil additionnel. Donc, une fois, donc, j'étais censé de faire une médiation. C'était pas dans un contexte urbain, mais plutôt une équipe dans une grande organisation de recherche contre un de leurs directeurs. Donc, le médiateur, il a été demandé par la direction générale. Mais donc, l'idée, c'était d'abord qu'il y ait un appui pour l'équipe pour qu'ils puissent se mettre d'accord entre eux ce qu'ils veulent. Donc, ils étaient un peu comme dans la situation, comme dans vos deux cas, les opposants. Donc, on pouvait très bien voir, par exemple, dans l'exemple de Marielle, que souvent dans ces cas, il y a des tensions fortes aussi entre les opposants, mais qui sont souvent pas exprimées parce qu'il y a cet impératif de faire boucle contre ben, l'ennemi. Et ça renforce ces tensions encore plus. Et du coup, ça peut être un offre des fois que l'intervenant leur propose de les aider pour clarifier d'abord leurs tensions entre eux et pendant ce travail aussi d'aborder la question sous quelles conditions ils sont ouverts à un échange avec les autres usagers, etc. Donc, une mesure pour créer de la confiance entre ben, l'intervenant qui est souvent payé donc, par les sponsors du projet et les opposants. Donc, c'est pas comme tous les outils, hein, c'est pas quelque chose de miraculeux, mais ça offre une option additionnelle. Oui, c'est intéressant ce que vous dites parce que effectivement, dans l'histoire du collectif, là, sur le Bois Hardy, on a un collectif qui s'est constitué en premier lieu contre un projet. Mais une fois quand il a fallu se mettre dans la dynamique de travail, de construire ensemble le projet, en fait, on s'est rendu compte qu'au sein même de ce collectif, il y avait plein de façons de voir les choses et des positionnements qui étaient paradoxaux. C'est aussi pour ça que ça a éclaté, c'est qu'en fait, quand on commençait à définir les choses, eh ben, ils n'étaient pas d'accord entre eux, quoi. Et le travail, il a permis ça aussi. En fait, c'est le projet qui avait créé un collectif d'opposants. C'est ça. Hein, mais Et voilà, c'est quand on, pas et quand, forcément. et voilà, et quand on propose de repartir de la page blanche, et ben on transforme aussi on peut plus se mettre contre puisque la page est blanche. Ouais, Il faut se ouais. mettre au travail et il faut définir les choses. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres personnes qui souhaitent soit apporter un témoignage, soit une contribution à ces réflexions? Je vois qu'il y a un nouveau message. Merci, dit J'arrive Gabriel. ici. Oui. Tu m'entends? Ouais, j'ai pas trouvé la main. Ah, Euh, oui, moi je voulais, en tout cas, par rapport à notre expérience là, à DiAlter, tout à l'heure on l'a évoqué rapidement, mais c'est vrai que pour les élus et les acteurs, en fait, le fait de clarifier la notion de décision et la notion de co-construction, déjà en termes de clarification des rôles et des règles du jeu, ça fait baisser beaucoup, beaucoup de tensions, notamment auprès des élus. On parlait de la peur des élus par rapport à ces démarches concertées en fait qui sont assez conflictuelles et le fait de leur garder en fait cette responsabilité-là qu'ils ont et de faire des règles du jeu qui sont voilà les parties prenantes co-construisent et les élus décident ça en tout cas contribue à apaiser déjà pas mal de choses et d'engager en tout cas des discussions dans un cadre qui est déjà un petit peu clarifié quoi.
L'importance du cadre dont parlait Emmanuel tout à l'heure. Ouais. Mais dans lequel je suis d'accord avec vous, hein, Nicolas. Il faudrait, on parle de co-construction, mais la décision, finalement, elle se passe ailleurs. Il faudrait aller jusqu'à de la codécision, en fait, éclairer le processus de décision en permettant finalement à une partie des parties prenantes, voilà. Alors, il faut établir des règles du jeu, de participer à ce processus décisionnel, mais ça, on n'y est pas encore, hein. On y est, on commence à le toucher du doigt, voilà, sur certains projets, mais pas sur les projets, enfin, vraiment sur les projets. Mais c'est hyper intéressant. Quand on y est, quand on va jusqu'à la codécision, pour les concertants et concertantes qu'on est, c'est génial. En fait, on se dit, là, on y arrive. Là, enfin, on est voilà, au cœur de la fabrique, en fait, démocratique de demain. Et ça, c'est fantastique. C'est exceptionnel, ça, Emmanuel? C'est exceptionnel, oui. Moi, je l'ai très peu fait dans ma carrière, mais quelle jouissance à le faire. C'était formidable. Là, je le fais sur le PAT de Thonon Agglomération, où du coup, une partie des membres du CEPAT, ils sont en gouvernance tournante, en représentativité tournante. Donc, en fait, à chaque fois, ils sont trois à être présents au COPIL, en fait, du projet alimentaire territorial. Et donc, ils participent pleinement à la décision. Et ça, c'est génial. Mais là, on a pu aller très loin parce que du coup, la collectivité nous a fait confiance, hein, tout simplement, pour la conseiller. Et donc, on a été très loin, en fait, dans la gouvernance partagée. Et donc, on est jusqu'à de la codécision. Et c'est formidable. Et j'espère que là, on va se retirer du coup de l'accompagnement. J'espère que ça va perdurer parce que les promesses, enfin, la promesse est belle. Marielle, la codécision, est-ce que ça, à Métropole de Nantes, c'est quelque chose qui est envisageable? On n'y est pas encore. Il y a du Mais, chemin à faire. mais, mais quand même, je pense que ça dépend des moments des projets aussi. En tout cas, sur la question de la gestion aujourd'hui, on est dans des formes de gouvernance qui donne de plus en plus de place aux énergies citoyennes. Et je pense que ça, c'est un vrai bon signe parce que ça va aussi permettre de prendre de bonnes habitudes. Est-ce que les collectivités, enfin au moins Nantes ou celles que vous connaissez, sont prêtes à vraiment faire des expérimentations sans encore parler de définir des règles générales, mais des expérimentations dans ce sens où on va un petit peu plus loin dans la décision? Je pense sur la gestion d'espace, oui, clairement. Cette notion de commun urbain, là, c'est un peu le chantier de l'année à venir. On voit qu'il y a plein d'espaces, hein. On le travaille sur, sur différents endroits, sur des espaces publics. Alors, on sait très bien le faire hein, dans des tiers-lieux, mais dès qu'on est sur de l'espace public, on sait un peu moins bien le faire. Et aussi, il faut se rendre compte que tous ces modes de faire demandent un vrai accompagnement en interne des collègues parce que ça transforme vraiment les modes de faire. Et voilà, ça ne va pas se passer du jour au lendemain. Et voilà, on le voit hein, avec nos collègues des espaces verts, d'autant plus que voilà, la sollicitation sur mettre plus de nature en ville est très très forte. C'est des services qui vont devoir transformer leur mode de faire assez rapidement. Et il faut vraiment qu'on accompagne ça pour pas que ce soit une souffrance et une violence pour ces collègues-là, quoi. Merci à vous. Il y a une question dans le chat qui est destinée à Emmanuel, c'est sur les sociogrammes. Oui, je propose à Valentine de se mettre en contact avec moi parce que si je commence à expliquer du coup la méthodologie, ça risque d'être un peu Ça long. va prendre du temps, mais on Ça va pourra prendre du peut-être, temps, mais qu'elle se mette en contact avec moi, je lui transmettrai des exemples. voilà, donc merci à Valentine peut-être de mettre son, bah, sinon on doit avoir son mail, mais sinon de le mettre dans le chat à Très bien, destination super, d'Emmanuel. merci. Sinon, on peut aussi peut-être dans le compte-rendu indiquer un lien vers des ressources, Oui, voilà, oui, pour avoir un petit peu éventuellement aussi. d'informations sur les outils que vous Oui. utilisez les unes Ça ou les dépend, autres, les références que vous conseilleriez. voilà, ça dépend Euh, si elle veut que ça soit propre à du projet urbain ou si ça peut être plus désincarné, si c'est juste la méthodologie qui l'intéresse. d'accord.
Si certains d'entre vous, parmi les participants, hein, souhaitent partager les ressources vers des retours d'expérience ou des outils, qui n'hésitent pas, on pourra les mutualiser également. Euh, il est presque 15 heures. Qu'est-ce qui nous fait un petit mot de conclusion, hein? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent faire une intervention là, parce que on s'achemine vers la clôture. Pierre-Yves, excuse-moi, Oui. c'est pas un mot de clôture, mais je voulais juste dire que c'était super cette rencontre. Je trouve ça très, très enrichissant et je sais pas ton emploi de temps, mais à continuer si possible. On va voir comment on continue. En principe, là, on est sur la fin de ce cycle conflits et projets. On va réunir dans quelques semaines le petit comité de pilotage qui gère ces activités. On va voir avec lui si c'est stop ou encore. Mais en tout cas, à ce stade, nous, ce qu'on souhaiterait faire, c'est en tout cas faire un document de synthèse qui fasse au moins le point des séminaires qu'on a menés depuis un an, à la fois avec les chercheurs et puis avec les praticiens, voir un peu qu'est-ce qu'on en a, quels enseignements on peut en tirer, dans l'objectif de mettre tout ça à disposition de ceux à qui c'est utile. Donc tout ça, ce sera mis évidemment en ligne sur le site de l'Institut dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Voilà, on va essayer de faire ça, en tout cas en début d'année. Bon, ben voilà, sinon, si vous n'avez plus d'autres interventions, je vous propose de clôturer ce webinaire. Merci à nos intervenantes. Merci Merci à toutes et tous. merci à tous les participants. Merci à ceux qui ont bien voulu partager leurs questionnements, leurs interrogations, leurs remarques. Et puis, écoutez, à bientôt.